Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme e-online pour ce nouvel e-talks consacré au classement hôtelier et nouvelle offre client. Je suis Guillaume Lemierre, je suis ravi d'animer cette table ronde aujourd'hui sur cette réforme importante, certainement l'une des plus importantes depuis 2009. J'ai été directeur des affaires juridiques et réglementaires d'Atout France, j'ai donc contribué aux côtés des professionnels à la constitution donc, de cette réforme, qui a été très fortement médiatisée dans la presse professionnelle et la presse généraliste, et qui constitue une des mesures phares du plan Destination France, annoncé par le gouvernement fin novembre, qui vise notamment à relancer le secteur du tourisme et à lui redonner les moyens de sa compétitivité. Pour en parler, nous recevons ce jour Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'UMI, hôtelier, et qui est un fin expert du classement, membre de la commission de l'hébergement touristique marchand d'Atout France, qui nous orientera donc sur les grandes tendances de cette réforme du classement hôtelier. Puis nous recevons également Ludovic Poyot, président de la commission développement durable de l'UMI, qui apportera, nous sommes certains, un éclairage intéressant et utile sur une partie importante de cette réforme qui porte sur le renforcement des critères de développement durable. Alors pour commencer, Laurent Duc, peut-être replanter un peu le décor, recontextualiser tout cela. Le classement hôtelier a une longue histoire, il existe depuis de nombreuses décennies. Quel est son sens? À quoi ça sert? Comment cela fonctionne? Et surtout, j'ai envie de dire, a-t-il encore un sens à l'heure de l'explosion des avis en ligne? À quoi ça sert d'être classé quand on est hôtel? Est-ce que finalement les hôtels se classent massivement en France? Et quand on lit par exemple le plan Destination France annoncé par le gouvernement en novembre dernier, on nous dépeint un modèle à suivre. Qu'est-ce que cela vous inspire, Laurent Duc? D'abord un peu d'arrogance, on est français. Le classement hôtelier, c'est la France qui l'a inventé avec la Suisse. En 1937, et le mot hôtel est français, donc soyons fiers de dire que tout ce qui se dort, se mange, porte un nom français, puisqu'on dort dans un hôtel et on mange dans un restaurant, qui sont des mots français. Tout ça est central, puisque ce modèle, l'ayant créé, on a été un petit peu dépassé par ceux qui nous l'ont copié, puisque jusqu'en 2009, ce classement était un classement fixe. C'était un classement qui était basé sur une quarantaine de critères qu'on donnait à l'origine de l'hôtel et puis qui étaient traités dans des commissions poussiéreuses de préfecture où vaguement, de temps en temps, on avait un blâme tous les 10 ans et au bout de 20 ans, on nous enlevait le classement. Donc l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'était de faire un classement vivant, un classement évolutif. Donc les professionnels se sont réunis et, à leur propre initiative, ont décidé que ce classement serait un classement à révision quinquennale et qu'il devait y avoir un audit tous les 5 ans de l'établissement. Donc ça, d'abord, ça a été une révolution. Moi, j'ai pris ma présidence à ce moment-là. Je pense que j'ai été traité tous les noms. Pour autant, 85% des hôtels en France sont classés. C'est un modèle partout en Europe, en tout cas. Dans le monde, n'en parlons pas, parce que des fois, il n'y a qu'une vingtaine de pourcents des hôtels qui sont classés. Enfin, ce que représente l'hébergement. Par rapport à nos concurrents, aujourd'hui... L'Allemagne, 50%. C'est faible. C'est faible. L'Italie, 60% ou plus. Donc, on a un vrai classement hôtelier. Ce vrai classement hôtelier, on l'a pensé aussi plus largement, puisque quand on parle du classement en France, on parle du classement de l'hébergement touristique. Et ça, je crois que c'est central. Nous sommes une pierre angulaire de la destination touristique de la France. Mais à côté de ça, il y a des résidences de tourisme qui sont classées, il y a des campings qui sont classés, des centres de vacances qui sont classés, des campings, non, les chambres d'hôtes ne sont pas classées. Non, c'est la seule chose qui ne le soit pas. C'est un peu finalement la spécificité du modèle français, c'est que sa richesse, c'est peut-être aussi que nous classons finalement tous les modes d'hébergement touristique possibles. Alors, on classe l'hébergement touristique au sens large. Et c'est d'ailleurs un non-sens que la location de meublés touristiques ne rentre pas dans le classement aujourd'hui. Parce que quand on est un commerçant comme la France, puisqu'on veut vendre la France au monde, on veut 100 millions de touristes, on va recevoir des événements magistraux, et en même temps, on ne sait pas ce qu'on a à vendre. Au moins, l'avantage du classement, c'est qu'on a un inventaire. Et cet inventaire, il est central. Il est central parce qu'il est géré par Atout France, qui a pris les rênes de cette destinée du classement, puisqu'au début, Atout France
était un centre de promotion, un organisme de promotion pour le tourisme, et on a réuni classement et promotion, et du coup, c'est l'outil qui sert à savoir comment évolue l'hôtellerie en France. Donc aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire qu'à cette deuxième révision quinquennale, on a fait évoluer les choses de façon comme on les avait pensées au départ, c'est-à-dire quand un hôtel répond à 95%, ou les hôtels en France répondent à 95 ou 98% d'un critère, c'est plus un obstacle, c'est un critère acquis. Donc ça permet de faire évoluer le classement en rajoutant de nouveaux critères qui sont une demande du consommateur, en tout cas qui est remontée par la base, parce qu'on voit que l'hôtelier répond lui-même. Donc le consommateur le demande, l'hôtelier répond. Donc c'est un critère acquis et c'est un vrai tableau de bord pour l'hôtelier. Et ce classement, c'est une forme de management que les hôteliers doivent saisir. Je pense que les 15% qui ne sont pas classés parce qu'ils sont dans des périodes ou alors vraiment tellement différents du classement ou tellement loin du classement et ils ne se classent pas, ou alors que leur établissement ne correspond plus exactement à cette promotion auquel ils aspirent. Si le classement n'avait pas d'intérêt, les chaînes hôtelières ne seraient pas classées. Et vous pourrez remarquer que toutes les chaînes hôtelières sont classées. Et dès le départ, ça a été le cas, puisque nous, hôtels indépendants, je représente les hôtels indépendants, et les franchisés, bien sûr, mais nous, les hôtels indépendants, entre l'hôtel des Trois Canards à Auch et l'hôtel des Trois Cigales à Carré-le-Rouet, eh bien, il faut qu'on puisse faire un comparatif, et là, le classement hôtelier intervient. Alors précisément, tel a été finalement le travail qui a été réalisé avec cette nouvelle réforme. Finalement, dans quel contexte, quels ont été les principaux enjeux de cette réforme? Quel a été le diagnostic qui a été établi à la fois par Atout France, par les hôteliers? Qu'est-ce qui a animé finalement les orientations de cette réforme? Et surtout, quelles sont finalement les 4 principales mesures que renferme cette réforme qui est entrée, je crois, en vigueur au 1er avril 2022, c'est ça? 2022. Alors d'abord, la base de données composée par les retours des inspecteurs qu'anime Atout France et que travaille Atout France permet de donner des pistes énormes, de voir la tendance de là où les gens butent, là où c'est un problème, là où les gens sont obligés de compenser par des critères, parce que ce sont des critères obligatoires, donc ils vont le compenser par des critères qui ne sont pas obligatoires. Et donc ça donne un certain nombre de pistes. C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Et puis après, il y a aussi la demande du consommateur. Donc les grands points. Alors on a commencé ou fini par une mesure qui permet à tout le monde de décaler son classement. Ça me paraît central. C'est-à-dire qu'avant, on avait une date qui était pure, dure, la date du classement, et qui entraînait plein de choses, des impôts, les taxes de séjour, etc. Et pile à la date pile, on disparaissait des radars. Donc maintenant, c'est possible pour tout le monde. Il y a eu justement le Covid qui n'a pas permis de faire, par exemple, les visites mystères. Donc tout le monde a le droit de remplir sa grille de classement, de choisir un organisme certificateur et de décider d'un classement qui peut être repoussé 4, 5, 6 mois, s'il y a des gros travaux et que c'est justifié. Le temps des travaux, tout un maintenant le classement actuellement. C'est très important parce que finalement, les hôteliers sont au sortir d'une crise sanitaire sans précédent. Il y a quand même, on va le voir tout à l'heure, en matière de développement durable, de nouvelles exigences auxquelles il va falloir s'adapter. Donc si effectivement des délais sont accordés, mais jusqu'où finalement ont les hôteliers, ils bénéficient de cette mesure de souplesse? Quelles en sont les modalités? Facilement jusqu'à la fin de l'année quand ça concerne un millésime. D'accord. Si on engage des travaux, ça peut aller un peu plus loin. Si on justifie de travaux, on peut aller un peu plus loin. Vous savez, souvent les hôtels, il ne faut jamais fermer un hôtel, parce que quand vous fermez un hôtel, il disparaît des radars. Donc vous faites des travaux par étage, et souvent ça vous prend une bonne année pour faire des travaux par étage. Quand vous avez quelques 50 ou 70 chambres, donc vous ne fermez pas tout votre hôtel, mais vous travaillez par étage. Donc le temps que tous ces travaux soient faits, ça peut aller il suffit d'en justifier, quoi. Donc finalement, la réforme entre en vigueur au 1er avril 2022, mais les hôteliers disposent de délais pour pouvoir s'y conformer au terme de leur classement. Et assurément, tous les hôtels ne doivent pas renouveler leur classement au 1er avril. En toute hypothèse. D'accord. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a un nouveau classement, que tout le monde doit s'y conformer. À l'échéance de votre classement, vous devrez vous conformer
au nouveau classement et avec cette capacité de repousser l'échéance pour s'organiser. Et alors sur le fond, alors comment ce classement a été raccroché au plan Destination France? Qu'est-ce qu'a révélé aussi la crise sanitaire dans les mutations du secteur? Quel a été le diagnostic général, au-delà de ce que vous disiez qui était très intéressant, hein, sur finalement l'observatoire statistique de l'offre, hein, puisque vous indiquiez que finalement on avait une vision parfaite et complète. Quelles sont finalement les évolutions qu'on a voulu mettre en place, les grands items? Alors comme on classe l'hébergement touristique et pas que l'hôtellerie, on s'est aperçu qu'il y avait des trous dans la raquette. Notamment les auberges de jeunesse ou hostels. C'est un nom que j'aime pas parce qu'il est trop proche du mot hôtel, mais bon, c'est celui qui est souvent utilisé à l'étranger. Donc ces fameuses auberges de jeunesse, on a fait ce qu'on appelle de l'hébergement partagé et on en a fait une des mesures du classement. Pourquoi une des mesures du classement? Parce qu'on a créé le classement hébergement partagé. Et on a permis aux hôtels d'avoir de l'hébergement partagé. Puisqu'en fait, on mangeait sur les plates-bandes les uns des autres. Vous aviez des auberges de jeunesse qui donnaient des chambres individuelles. Pourquoi nous, on n'avait pas le droit de vendre des chambres au lit alors qu'on devait se conformer à des mètres carrés, des surfaces bien précises, etc. Donc on a donné la possibilité aux hôtels de pouvoir avoir une partie de leur hébergement qui répondent à une clientèle qui est capable de partager une chambre. Oui, c'est ça, parce que parmi effectivement les mesures qui ont été annoncées, il y a ce nouveau classement des auberges collectives, des hostels, comme on dit. Où en est d'ailleurs cette réforme? Elle était censée entrer en vigueur au 1er juillet 2022, je crois. Elle est toujours en route, pour l'instant. Rien ne l'arrête. Okay. On va changer de ministre, c'est un peu Il y a un peu de flou artistique en ce moment. On va attendre que les législatives soient passées, puis il y aura peut-être un peu plus de lisibilité dans le projet touristique, parce qu'on n'a même pas de secrétaire d'État, rien, il n'y a personne de désigné au tourisme, à part le ministre de l'économie. Donc pour l'instant, on est un peu sec. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui distingue finalement? Donc, on crée ce classement pour les hostels, c'est les auberges collectives. Donc, on ne va pas en parler, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une mesure de classement hôtelier. Et donc, on met en place quand même la possibilité, c'est ça? Oui, ça déborde un petit peu sur le classement hôtelier. Puisque pour l'hôtellerie, d'offrir des chambres partagées. Comme eux sont capables de faire de l'hébergement individuel, au-delà de l'hébergement collectif, on donne la possibilité aux premières catégories, enfin tout le monde peut en faire, hein, mais bon, 5 étoiles hôtel partagé, j'imagine pas bien qu'on partage. Il y a très peu de chance. Oui. Il y a très peu de chance. Voilà, mais jusqu'à 2-3 étoiles, on est capable d'avoir des dortoirs et qu'on vende au lit. D'accord, donc en fait on distingue bien la possibilité d'offrir des chambres partagées dans l'hôtellerie d'une part et ce nouveau classement des hostels qui correspond, deux choses différentes. On sera qui correspond à un hôtel. produit spécifique. On sera toujours hôtel, une quantité limitée, hein, ça ne peut pas être tout l'hôtel sinon on est hostel, mais ça permet aussi d'utiliser des espaces qui avant n'auraient pu faire qu'une chambre ou 2 chambres à loger plus de personnes parce que finalement les hôtels ne sont pas des boîtes. Il faut bien penser que l'hôtellerie indépendante, c'est souvent des maisons qui ont été raccordées les unes aux autres. C'est des montages de répartition, etc. Et tout le monde n'est pas un hôtel de construction tout neuf, impeccable. Et bien même ceux qui sont tout neufs, je vais prendre le cas des hôtels 1 étoile de chaîne, sont très intéressés par la notion d'hébergement partagé puisqu'ils ont de la demande. Donc finalement, c'est aussi une mesure de soutien à l'investissement touristique, à l'investissement hôtelier. Et puis à la demande touristique. Ce n'est pas qu'une mesure de qualification de l'offre, il s'agit aussi à travers cette mesure de décloisonner, donc de faciliter le développement de l'activité. De l'activité touristique. Très intéressant. Et alors sur la mutualisation, on en a beaucoup parlé, il y a eu pas mal de développements sur le sujet qui visaient notamment à comment... je dirais à la fois à décloisonner, mais aussi à nouveau à soutenir en fait l'innovation, puisque on peut lire ça effectivement dans l'ensemble des diagnostics qui ont été établis, le fait qu'il y a eu une nouvelle offre qui s'est finalement plus mixte, qui s'est développée ces dernières années. Alors on a aujourd'hui, on va plus vite que la musique presque dans le classement hôtelier, puisque on va au-delà de ce que prévoient les commissions de sécurité pour les ERP. C'est un problème ? Alors c'est un vrai problème, mais on y bossera à part. Il faut bien c'est la poule et l'œuf. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, on est capable de sous-traiter sa réception, puisque la mutualisation, c'est ça. Lorsque vous avez, par exemple, une résidence de tourisme et un hôtel, ou 2 hôtels qui sont distants de façon raisonnable,
on ne va pas dire 200 ou 300 mètres, hein, ou qui sont en ville de façon raisonnable, eh bien, vous pouvez partager l'accueil de réception. Contractuellement, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit bien précis, etc. Quelles sont les conditions? Parce qu'il faut quand même que la garantie de qualité. Il faut une garantie de qualité, il faut savoir qu'on va quand même accompagner s'il faut accompagner, etc. Mais on n'est pas obligé, par exemple, d'avoir 2 veilleurs de nuit, sauf si les pompiers vous l'imposent. Ça, c'est le cas très particulier. La salle de sport, la piscine, le garage, tous ces éléments-là peuvent être des éléments qui peuvent être partagés entre 2 établissements qui ne sont pas forcément de la même gamme, qui ne sont pas forcément du même type de classement, puisque je parlais... Vous pouvez finalement vous pouvez avoir une résidence de tourisme camping, qui a la piscine et le garage, et l'hôtel qui a, je sais pas, la salle de muscu, etc. Et dans les 2 cas, vous pouvez croiser pour que finalement l'économie, je veux dire, une salle de sport, elle suffit largement à quand vous avez un hôtel de 20 chambres d'un côté et une résidence de tourisme de 20 chambres de l'autre, ça suffit un seul équipement. Donc, il y a une vraie économie d'échelle et c'était vraiment une demande. Et puis, c'était pour les annexes aussi, parce qu'avant, les annexes, on ne pouvait pas les classer. Moi, je me rappelle d'un 4 étoiles. Je crois que c'est une vieille sollicitation, une ancienne sollicitation. Une vieille sollicitation de Laurent Duc, ça. De Laurent Duc et de toute l'hôtellerie. Oui, mais souvent, quand ça m'arrive, c'est que tout le monde me l'a demandé. Donc, comment est-ce qu'on a évolué sur ce terrain des annexes hôtelières? Et alors maintenant, l'annexe, vous pouvez avoir un hôtel, à partir du moment où il est raisonnablement à proximité, qui est un hôtel principal et une annexe. Sauf pour les pompiers. D'accord. Et donc les conditions, c'est quoi? Il faut de la proximité? Il faut une proximité raisonnable. Il faut qu'il soit visible. Ou alors l'angle de la rue, quoi. Mais il ne faut pas qu'il soit à 300 mètres, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait une autoroute qui passe entre les 2. Et pourvu, évidemment, que le client soit informé. Et que le client soit informé qu'il est à l'annexe, etc. Bien sûr. Tous ces éléments-là sont à communiquer aux consommateurs, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que... Et sur les évolutions plus, je dirais, plus toilettage, assouplissement, les nouveautés... Je laisserai Ludovic parler du verdissement, entre guillemets, du greenwashing qu'on a dû faire. Voilà. C'est plus que du greenwashing, d'après ce que j'ai compris quand même. Un peu plus que dans le greenwashing. Mais bon, le terme n'a pas été utilisé. Entre le tsunami vert et le greenwashing, il y a 2 mondes, on a essayé de se mettre au milieu. Trouver un juste milieu. Pour revenir par exemple sur finalement le développement de ce qu'on appelle l'hybridation du produit touristique, le fait que comment se développent des tiers-lieux, c'est-à-dire des endroits où on travaille tout en étant le workation, etc. Quelles sont les évolutions qui ont été apportées dans le classement pour favoriser finalement le fait que l'hébergement touristique, exclusivement touristique, n'est plus? Il est aussi un lieu de travail. On essaye d'ouvrir l'hôtel à la cité, en fait. Ou l'endroit où l'hôtel... Ça, c'est le grand thème des années 2020. C'est d'ouvrir l'hôtel au monde. C'est-à-dire qu'il y ait des locaux qui viennent chez nous, qu'on ouvre nos centres de fitness aux gens de l'extérieur de façon explicite, organisée, qu'on ait des work centers pour que les gens viennent travailler chez nous. On veut ouvrir les hôtels parce que finalement, aujourd'hui, on est un peu des tours de Babel et quand vous êtes à l'étranger, on va toujours manger dans les restaurants d'hôtel. En France, on n'y va jamais. Pas qu'ils soient pas bons, c'est que simplement, c'est pas le réflexe. Parce qu'on a cette tradition culinaire du chef de cuisine qui a son restaurant et son enseigne et son nom au-dessus. Et que et les seuls restaurants d'hôtel qui marchent bien, c'est quand ils ne portent pas le nom de l'hôtel. La preuve, on est du mois de... Bon, alors, je ne parle pas des palaces, hein, mais... il paraît un peu... Si vous voulez, on veut faire revenir les locaux dans nos établissements. C'est une source d'attractivité complémentaire, finalement. Complémentaire et nécessaire. Exactement. Moi, quand il fait chaud, je dis à mes voisins, mais venez coucher à l'hôtel, vous dire chaud chez vous. C'est pas les 60 € en plein été que coûte une chambre dans un établissement hôtelier, parce que dans les villes, on n'est souvent pas bien plein l'été. Et ils gagneront en scène de ménage, en nuit correcte, et venez coucher à l'hôtel, nous on est climatisés. Oui, donc des évolutions assez notables qui participent à nouveau de cette logique de soutien à l'innovation, de soutien à l'investissement touristique, dans une période où finalement
on recherche à renouer avec la compétitivité de l'offre hôtelière, puisqu'on sort quand même d'une crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que ces éléments sont de nature à la renforcer? En tout cas, alors on a su intelligemment supprimer. Imaginons par exemple par rapport aux locations saisonnières. Est-ce que finalement ce n'est pas une plus-value aujourd'hui qu'un hôtel peut plus facilement mettre en place qu'un meublé de tourisme Alors, location de meublés touristiques de courte durée, on va l'appeler comme ça, parce que c'est son nom. Je ne citerai pas la marque qui leur va bien. C'est effectivement, comme nous, un lit, un toit. Sauf que nous, pour mettre le lit et le toit, il y a kyrielle d'obligations et on y met un classement et des obligations derrière. Alors on va dire, à l'heure d'Internet, ça sert à quoi le classement? Est-ce que l'avis du consommateur... Ben non, parce que c'est mesurable un classement. C'est pas subjectif, c'est objectif. On peut mesurer le classement, on a la liste des critères qui doivent être retenus et qui sont retenus dans l'établissement. Ils sont à la demande du client, si le client veut les avoir, on lui donne. Mais c'est mesurable. C'est pas simplement au doigt mouillé. Et nous, on fait venir un inspecteur. On ne se déclare pas sur une plateforme en ligne sans que jamais personne soit venu. Bien sûr. On a des obligations sur la sécurité incendie, on a des obligations sur les contrôles électriques, on a des obligations sur le contrôle du gaz, sur les contrôles des climatisations. Si je fais la liste, et donc évidemment, automatiquement, on est différent de ce type d'hébergement. On est obligé d'être présent, on est obligé de servir le petit déjeuner. Déjà présent la nuit et servir le petit déjeuner. Donc si justement on a réussi à délocaliser par exemple un réceptionniste, mais c'est qu'il pourra aussi aller dans la résidence ou dans l'annexe qui est à côté. C'est pour ça que ça doit être de façon raisonnable, parce que s'il y a un problème, il ira. Et non, on a le problème aujourd'hui, c'est que on arrive à avoir tellement de contrôles, d'obligations, que c'est vrai que finalement, il y a des hôtels qui ferment pour devenir de la location de meublés touristiques. Parce que quand vous avez 10 chambres, mettre une centrale incendie, d'être présent jour et nuit, déjà rien que ça. Bon, donc, alors qu'on peut être hôtel à partir d'une chambre. Merci Laurent Duc pour tous ces éclairages. Les petits points que j'ai oubliés, on a essayé de supprimer la gadgetisation qui fait la panacée des grands établissements. C'est-à-dire plus tu as de produits d'accueil et plus tu es important. Aujourd'hui, on ne met plus le peigne, le dentifrice, le rasoir, etc. On met ça à disposition à la réception. On a répondu aux critères, alors que finalement, ça se perd. Donc, les produits les plus essentiels qui sont certainement le gel lavant, le shampoing et certainement la crème, c'est à peu près tout ce qu'on met, le savon, et le reste, c'est à disposition à la réception pour respecter les critères. C'est une mesure de rationalisation et de simple bon sens. De bon sens, mais qui avant, fallait qu'on les voie alignés sur les tablettes. Oui, bien sûr, voilà. À l'heure du développement durable précisément, est-ce que finalement cette orientation n'était pas inéluctable? Alors Ludovic Poyot, vous êtes président vous-même de la commission développement durable de l'UMI. Une des avancées centrales de cette réforme, c'est le renforcement des critères liés au développement durable. On en a beaucoup parlé. On peut dire clairement qu'il y a là un changement de paradigme assez fort par rapport à ce que le classement était traditionnellement, puisqu'il était surtout un élément d'information avec des standards sur un niveau, je dirais, de qualité de service, de confort et d'équipement. On rentre dans une nouvelle ère. Nous sommes, je crois d'ailleurs, puisque j'ai lu ça par ailleurs, nous sommes les précurseurs en fait au monde. Nous sommes les premiers à avoir décidé finalement, non pas de greenwasher le classement, mais de renforcer en tout cas ces critères de durabilité. Quels ont été finalement les fondements et les enjeux de ce renforcement des exigences de développement durable? Comment est-ce que vous avez travaillé avec Atout France finalement à l'élaboration de ces nouveaux critères? Et quels sont finalement les principaux items qui ont été développés? Je crois savoir qu'auparavant, il n'y avait que des critères qui étaient, grosso modo, des critères de sensibilisation de la clientèle et des établissements. Finalement, quels sont les enjeux? Dans quelle réforme plus globale s'inscrit finalement ce renforcement des critères de développement durable en matière de classement? Alors, les critères sont vraiment un petit peu
pas trop poussé, on va dire, au début. C'est vraiment pour que la France devienne la première destination touristique, on va dire, pour 2030. Tous les critères qui ont été mis sur les critères de développement durable, déjà, beaucoup d'hôteliers les ont, entre guillemets, sans le savoir, puisqu'ils les pratiquent. Pour la plupart que j'ai vus qui sont en train de se faire reclasser maintenant, les pratiquent, en ont chez eux, mais n'en ont pas conscience et n'ont surtout pas fait l'inventaire et surtout la justification pour le classement. Et je pense que pour beaucoup de nos hôteliers, c'est juste un justificatif à mettre en place plutôt qu'une contrainte. L'intérêt, c'est aussi de subvenir à la demande du client. Depuis la crise du Covid, il y a vraiment beaucoup de demandes sur tout ce qui est éco-durable et sur tout ce qui est produit qui vient de la biodiversité et surtout en circuit court et local. Ça, c'était une forte demande qui était déjà un petit peu avant et puis maintenant, ça s'accentue beaucoup. Et donc, on se met un petit peu en phase avec tout ce qui est demandé sur le changement climatique et puis les problèmes sur la transition écologique, sur laquelle je travaille aussi beaucoup, sur tous les autres items qui vont être appliqués sur les hôtels. D'accord. Et donc, concrètement, comment est-ce que vous avez procédé? Parce qu'il n'y avait pas, en fait, d'antécédents dans le cadre du classement. Dès qu'il a fallu tout inventer, je dirais... les critères sont beaucoup basés sur des économies, en fin de compte, que ce soit aussi bien énergétique que sur les gestions d'eau, les gestions des déchets. En fin de compte, c'est ce qui va être demandé après pour les hôteliers. Et donc, c'est les inciter à se mettre en face pour les nouvelles normes qui vont sortir, on va dire, d'ici 2030 et 2025 dans les nouveaux décrets qui vont être à appliquer. Et l'intérêt, c'est vraiment d'être les précurseurs et de faire avancer l'hôtellerie française et qu'on devienne un peu un modèle. D'accord. Et alors, sur les évolutions en termes de nombre de critères, est-ce qu'il y a beaucoup plus de critères obligatoires? Comment vous avez établi ce curseur? Là, vous parliez d'un renforcement assez raisonnable, finalement, diffus et raisonnable. On est passé de 13 critères à 27. Beaucoup sont optionnels. Et vous avez un critère par référence, en fin de compte, qui est obligatoire, qui, grosso modo, est acquis par presque tout le monde. Vous avez, par exemple, pour la gestion des déchets, il faut juste justifier du tri des déchets. Après, les autres sont optionnels. Vous pouvez gagner des points si vous êtes plus, on va dire, vertueux. Mais bon, le tri des déchets, c'est rentré dans les mœurs pour tout le monde, déjà. C'est quelque chose de... J'interviens parce qu'on a été obligé de se battre un petit peu contre l'ADEME, qui aurait voulu qu'on ait au moins 50 critères. Et c'est pour ça que j'ai dit, on est entre le greenwashing et le tsunami vert. Parce que les hôtels n'ont pas les moyens des ambitions de l'État, aujourd'hui en tout cas. Et donc, je pense qu'on a de façon raisonnable mis des critères en place qu'ils auraient voulu qu'on ait de façon bien plus importante. Mais bon, on a déjà fait disparaître Qualité France, donc on n'allait quand même pas tordre le cou tout de suite avec les vertes. Les évolutions, là je lisais, les évolutions sont assez significatives. Il y a quand même un doublement du nombre de critères, un quadruplement des critères obligatoires. Voilà. Par rapport à avant, les critères, c'était juste de la sensibilisation. Donc vous justifiez juste que vous aviez dit à votre personnel qu'il fallait éteindre la lumière. C'était considéré comme une gestion d'énergie. Alors que maintenant, on va vous demander des choses un petit peu plus précises. Aussi bien comme, par exemple, les gestions d'eau, on va vous demander des mousseurs qui soient économes, des douchettes qui soient économes. Alors tout ça, il y a des choses qui ont été mises en place pour nos hôteliers, c'est assez facile à voir. Pour la gestion, par exemple, de l'énergie, passer sur des ampoules basse consommation. Mais quand on voit l'augmentation du prix de l'énergie, ça devient logique de passer sur de l'ampoule LED qui consomme 100 fois moins qu'une ampoule normale. Des ampoules normales, en fin de compte, on n'en trouve plus non plus dans le commerce. Et donc l'intérêt, c'est quand même de passer à des économies aussi, même si on prend ça pour un critère obligatoire et direct, c'est de l'investissement économique pour un établissement pour rester compétitif. Avec une aspiration de toute façon à des hébergements durables qui vient à la fois de la clientèle, mais pas uniquement de la clientèle. Les hôteliers eux-mêmes sont absolument convaincus qu'ils jouent leur compétitivité en la matière. Oui. Alors certains critères posent des fois, comme par exemple la formation, cause un petit tsunami dans les réunions, mais tout ce qui est gestion des déchets ou gestion... Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Quel est le problème avec ce critère formation?
Beaucoup de personnes nous disent « Oui, mais tu ne te rends pas compte, ça fait une formation de plus. » Mais de quoi s'agit-il très exactement? On doit former pendant 3 heures, en fin de compte, notre personnel sur les 3 thèmes de la gestion de l'économie de l'eau, la gestion de l'économie d'énergie et la gestion des économies de déchets. Par une tierce personne. Par une tierce personne, voilà. Et non pas par le chef d'entreprise. C'est pas nous qui faisons la formation, elle doit être faite par l'extérieur et elle peut être mutualisée. Et vous n'êtes pas obligé de faire tout le personnel en une fois. Et c'est surtout que la formation doit être faite que lors du renouvellement du classement, et elle est valable pour 5 ans. Et après, elle est valable tout le temps. Elle est valable tout le temps. C'est les nouveaux salariés qui rentrent qui devront être formés. Après, si les salariés n'ont pas changé, il faudra les refaire à chaque nouveau si salarié. Ça concerne tout le personnel de l'établissement. Quels sont tous les les personnels conditions en CDI et en temps partiel et en CDD, pas les stagiaires. Les stagiaires, pas les apprentis. Pas les apprentis, ni les intérimaires. Voilà. Et donc les mesures, le format de cette formation, ça peut être un format en ligne. Comment ça se passe concrètement? La formation peut se faire soit en présentiel, soit en ligne, soit mutualisée avec plusieurs établissements. Donc c'est quand même assez souple. Dans nos bureaux, on est en train déjà d'en mettre en place via l'UMI et de travailler à expliquer à certains hôtels qui sont dans les villes qui peuvent former leur personnel en mutualisant, c'est-à-dire en avoir une partie en présentiel, une partie en vidéo, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas former tout notre personnel et pas tout le temps là tous les jours, mais ça nous permet, si on a une partie en présentiel, une partie en vidéo, de former tout notre personnel en même temps sans avoir tout le monde sur place. C'est quand même assez souple. Très bien, oui, ça me semble assez pragmatique. Mais vous avez des premiers retours d'expérience, comment déjà, parce que le classement est entré en vigueur au 1er avril 2022. Est-ce qu'il y a déjà des premiers éléments, des premières indications? Alors, pour ma part, tout ce qui m'est remonté dans notre région, c'est surtout des choses que les gens ne comprennent pas, en fin de compte, parce qu'on a beaucoup de critères qui sont maintenant à justifier. Et donc, on a beaucoup d'hôteliers qui ne comprennent pas comment justifier. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà et qui l'ont appliqué depuis, même des fois, le référentiel d'avant. Le référentiel d'avant, c'était oui-non. Et maintenant, à justifier. Et donc, à justifier, c'est quand même assez facile. Ce que je leur dis, si tu as des mousseurs, tu sors la facture et voilà. Tu n'as pas besoin d'aller monter un robinet. On a mis en place un système, on ne les paye plus. Donc, vous appelez, ils vous les envoient, vous les changez. Avec les C2E, mais il y a déjà des gens qui ont... Moi, je prends l'exemple d'un hôtel sur Blois qui m'a appelé et tout. Il vient de le rénover. Il a des robinets tout neufs. Le plombier lui a fait la facture, robinet, 3 litres, mousseur, 3 litres. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux changer? Il a déjà un mousseur de réduction d'eau. Mais il n'était même pas au courant, parce qu'il n'a pas lu le devis. Je rappelle que le mousseur sur la baignoire, ça ne sert à rien. Hein. Non. Parce que quand on veut remplir une baignoire... C'est sur la douche. Et le robinet du lavabo. Donc mais l'intérêt, c'est que, comme beaucoup d'hôteliers ont fait des travaux pendant le Covid, sont déjà, on va dire, sur la plomberie et l'électricité, entre guillemets, aux normes, en prenant le devis et en lisant vraiment le listing détaillé de ce qui a été mis en place, ça suffit pour répondre déjà à 2 critères. Donc finalement, on entérine très largement des pratiques qui sont déjà répandues, c'est ça en réalité? Oui, mais beaucoup de gens, je vois, alors ça va faire crier Laurent parce que moi je suis beaucoup ceux qui sont labellisés Clévert ou Écolabel parce que j'y suis moi-même, mais tous ceux qui veulent rentrer dans Clévert, il y en a beaucoup puisque c'est le premier stade, on va dire, après les gestions d'économie dans la durabilité. Beaucoup de gens l'appliquent déjà presque conformément. La seule chose qu'ils ne font pas, c'est l'enregistrement de ce qu'ils font, puisqu'en fin de compte, il faut tout justifier. Donc vous avez un cardex à tenir qui est sur Internet, on appelle ça des toolbox, et en fin de compte, il y a un cardex à tenir de tous les gestes qui sont faits et répertoriés, tout ce qui a été, en fin de compte, trié comme déchets, envoyé et recyclé. Mais beaucoup de gens le font déjà. Comment fonctionne cette articulation-là? Puisque vous parliez des labels, puisqu'il y a effectivement de très très nombreux labels. De très nombreux, je crois qu'il y en a 4 seulement qui sont reconnus par l'ADEME pour l'hébergement touristique. Comment fonctionne l'articulation? Comment fonctionne l'articulation? Écolabel, Green Globe. Et Green Globe. C'est ça. Green Globe Green Globe et... pas ADEME. Et un 4e. Pas ADEME. Et comment fonctionne l'articulation entre le classement et ces labels qui sont déjà finalement existants? D'après vous, est-ce qu'il était essentiel que le classement lui-même mette en place des critères liés au développement durable? Est-ce que, par exemple, il n'aurait pas été possible de s'appuyer sur des labels qui étaient déjà préexistants? Comment fonctionne cette articulation entre les deux? Les critères qui ont été mis sur les nouveaux critères à tout franc sur le classement hôtelier,
sont les mêmes que vous pouvez retrouver, je parle bien en basique, sur les labels. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire. D'accord. Et les labels sont au-delà de ça. Sont au-delà de ça. On va dire au début, vous avez Clé Verte, puis après, si vous voulez pousser un peu plus loin, vous avez Écolabel qui est quand même un petit peu plus restrictif, où là, on demande vraiment beaucoup de choses. Et si jamais vous êtes labellisé après avoir été classé, est-ce que vous gagnez des points dans le cadre du classement parce que vous avez été labellisé? Non, parce que encore le classement Atout France et Écolabel ne sont pas mutualisés pour l'instant, ne travaillent pas ensemble. D'accord, donc si vous n'avez pas de... Il me semblait que quand vous étiez labellisé, vous gagniez des points dans le cadre du classement hôtelier. Que oui. Je crois qu'il y a des renforcements de points qui vous permettent en fait de... Vont d'ores et déjà aux critères. Voilà, un certain nombre de critères. Sur la gestion de l'établissement, vous parliez du critère formation, dont je comprends en réalité qu'il y a des mesures d'assouplissement assez raisonnables qui ont été mises en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont susceptibles d'intéresser les internautes et nos auditeurs qui demandent, en tout cas, à minima une préparation, parce que vous parliez des justifications obligatoires, à minima une préparation au titre de la gestion de l'établissement? Sur la gestion de l'établissement... Par exemple, tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, tout ce qui est circuit court, responsabilisation du client, qu'est-ce qui a été développé en la matière? Vous avez des choses, on va dire, sur les circuits courts à utiliser. Vous avez aussi des produits sur comment ça s'appelle, en durée équitable à utiliser. Vous avez plusieurs choses comme ça. Et à chaque fois, il faudra ça le justifier. C'est-à-dire, c'est juste une facture. Ouais, et à l'inverse, le Covid nous a un peu précipité dans l'individualité des portions. Ah, très intéressant. Parce qu'à l'époque, jusqu'en 2019, on avait des buffets ouverts, des pots de confiture, des grosses miches de pain, des baguettes ou des pains entiers à trancher. Et c'est fini ça, puisque les gens ne peuvent pas toucher ce que les autres vont toucher. Donc on est obligé de revenir à un certain nombre de critères que j'exècre. Moi, je suis contre le mini-pot de confiture ou le pot de confiture en aluminium, tout ça parce que c'est Sonic Cali. Les deux demandent de l'énergie dans le transport et dans la transformation. Je suis pour servir des pots entiers de confiture et que les gens se servent. Et puis, c'est une économie énorme pour l'hôtelier, parce qu'il y a des gens qui font leur marché sur vos buffets de petit déjeuner. Donc, de mettre du vrac, on économise beaucoup de choses. Et on économise, je veux dire, et on peut mettre plus de qualité, plus de quantité et plus d'offres en mettant du vrac. Et beaucoup moins de déchets. Beaucoup moins de déchets. Et alors, d'ailleurs, je crois me souvenir que le service de petit déjeuner impose un certain nombre de gammes et de produits minima. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, parce que j'imagine que ça n'a pas été modifié, parce que c'est quand même du service hôtelier, le petit déjeuner, par définition, par excellence, c'est l'hôtellerie. Donc, comment est-ce que finalement on gère un peu cette contradiction entre d'un côté l'invitation à l'économie de produits, à des produits évidemment plus respectueux de l'environnement, etc., et de l'autre le fait qu'on continue d'introduire 13, je crois, entre 11 et 13 produits minimaux pour le petit déjeuner. Un ventre ne mange qu'une fois. Justement, l'emballage crée un problème. Quand vous faites des petites portions, les gens les embarquent. Vous avez des gens, vous les voyez sortir, ils ont pris du Nutella, de la confiture, du miel, la pomme pour 4 heures, etc. C'est pas un supermarché, un buffet de petit déjeuner. Donc plus, justement, moins on emballe, plus on peut offrir et plus le client a de choix. Vous pouvez... c'est là, notre problème, il est là aujourd'hui avec le Covid. Puis bon, alors le Covid, on va vivre avec, Je veux dire... Et puis il a développé finalement des pratiques. Il a développé des pratiques qui sont les gens. Voilà. Écoutez, on continuera de les appliquer. Et qui sont qualitatives. Absolument, qui sont qualitatives. Mais vous voyez, par exemple, le consommateur ne demande pas. Je reviens au verdissement. Le consommateur. J'ai jamais un client qui m'ait parlé, qui m'ait demandé des choses. Je mets un point, moi, particulier à avoir. J'adorerais ne pas servir du jus d'orange, bon sang. Parce que le bilan carbone du jus d'orange, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Sauf s'il vient à la rigueur d'Espagne ou de Sardaigne, mais la plupart du temps, ça vient de bien plus loin, Brésil, etc. Donc, aujourd'hui, le consommateur, vous avez beau lui mettre un panneau, si vous rependez vos serviettes,
on vous les changera que si elles sont vraiment sales. Et sinon, jetez-les dans la baignoire, vous les trouvez tous les jours toutes jetées dans la baignoire. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils nous fassent faire des économies. C'est dans l'esprit, ça. Et donc, le consommateur, il ne nous demande rien. Hein. Et le jour où le développement durable sera un vrai critère, eh bien, il y aura une loi qui interdira de chauffer les chambres à plus de 19 degrés l'hiver et de les refroidir à plus de moins 8 degrés de l'extérieur l'été. Aujourd'hui, les gens voudraient rentrer dans un frigo et arriver dans un cocon. Ben, malheureusement, c'est pas comme ça. Et chez eux, ils ne le font pas en plus. C'est paradoxal, oui. L'hiver, il chauffe à 28 et l'été, ils veulent 19. Et on laisse les chambres... Il faut avoir des chambres à 22 degrés, si ce n'est pas plus, en hiver. Et que quand ils arrivent dans leur chambre, c'est comme la voiture, on doit pouvoir mettre à fond que ce soit glacé. Ben non, ce qui est raisonnable, c'est 8 degrés. 8 degrés de différence avec l'extérieur. C'est déjà énorme. Effectivement, c'est énorme. Alors, quand on parle d'hôtellerie, on parle aussi de la clientèle. Bon, finalement, il y a différents types de clientèle. Il y a une clientèle qui peut avoir effectivement envie de ne pas vivre un effet déceptif lors de son séjour. Comment est-ce que le classement, je dirais, accompagne l'hôtelier dans la sensibilisation de certaines clientèles ? Vous avez des clientèles qui sont déjà très favorables au respect du développement durable, mais pas toutes les clientèles. On le sait, hein, toutes les études le montrent. Donc quels sont les critères qui ont été développés qui finalement permettent à l'hôtelier, parce que finalement c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a confié cette responsabilité, d'accompagner le client dans une incitation à, je dirais, lors de son séjour, à une consommation raisonnable. Quels sont les critères qui ont été développés en la matière ? Surtout les critères sur les déchets et les produits d'entretien. Et donc, c'est-à-dire ? Tout ce qui est déchets, on va demander au client de trier ses déchets dans la chambre. On va mettre plusieurs poubelles à disposition. On va aussi lui demander, on va dire lui mettre en exerce que dans les chambres, il n'y a plus de petits produits individuels, qu'il y a un savon, une crème, et tout ça est en pompe, en fin de compte, dans la chambre, et ce qui permet de faire des économies sur l'emballage et les déchets, surtout. Et j'ai lu aussi qu'il y avait une incitation à ne pas changer son linge de toilette en permanence ou son linge de lit. Alors comment ça fonctionne ça, c'est une demande qui est écrite. Voilà, Historique. c'est historique. Il y a très longtemps qu'on l'a déjà. C'est un critère qui est depuis devenu 2009. obligatoire, mais qui est présent dans tous les hôtels. Ce sont des petits écriteaux souvent qui vous disent si vous voulez faire votre lit, eh ben, vous le demandez à la réception et ne jetez pas toutes vos serviettes dans la baignoire. Ça fera des économies et moins de produits de soude dans les... Pire avec le Covid, là. Vous allez dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, ils ne vous font même pas la chambre. Alors c'est une obligation. Donc, mais c'est quand même une avancée significative, puisque en réalité, au-delà de la question évidemment de l'économie, comment, au final, ce sont des pratiques qui étaient déjà répandues dans une partie de l'hôtellerie. Oui. On le sait, on a pu tous le constater en tant que client qui voyage soit en France, soit à l'étranger. Le fait que finalement le classement crampe en réalité cette pratique qui vise non pas uniquement à accompagner le client dans une démarche, d'économie, de consommation responsable, mais aussi qui préserve aussi l'hôtelier de dérives qui sont elles-mêmes finalement contraires à l'environnement. Ça, c'est quand même une avancée. C'est un critère qui est obligatoire, facultatif, ou c'est... c'est des critères qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre en œuvre. Ouais. D'accord. Okay. Et l'intérêt, c'est de sensibiliser le client. Donc la meilleure facilité pour sensibiliser le client à ces choses-là, c'est de mettre des petits écriteaux dans la salle de bain qui sont un petit peu ludiques. Oui, donc et qui attirent un du coup, petit peu l'œil du c'est facile à client. mettre en œuvre. Oui. Ce n'est pas inaccessible pour l'hôtelier. Et pas juste mettre un écriteau qui dit plus c'est ludique, plus le client est réactif souvent. Alors vous savez quand même qu'il faut reprendre les choses dans le contexte de l'Europe. Vous avez des pays formidables qui traitent le développement durable comme une première marche haute. Et donc, les ressortissants de ces pays-là sont de bons élèves chez eux. Quand ils viennent chez nous, ils n'ont plus rien à foutre, ils ne sont plus dans leur pays. Donc ça change considérablement la donne. Hein. Moi, les consommateurs qui m'appellent des critères de verdissement ou de développement durable, 10 par an, j'ai 100 chambres.
Donc je pense que c'est un effort nécessaire, mais pour autant, aujourd'hui, quelqu'un qui est très très engagé et qui sera peut-être 5 ou 10 euros plus cher la chambre parce qu'il s'engage, eh ben les gens ils prendront quand même la chambre la moins chère. Pas parce qu'on est clé verte, pas parce qu'on est... Et donc c'est pour ça que la mesure elle doit être globale. Bien sûr. Et non Merci, pas messieurs. simplement sectorielle. Merci messieurs en tout cas pour ces éléments d'éclairage importants. Alors j'ai un peu envie de vous poser la question. Vous êtes au cœur du dispositif. Vous parliez des premiers retours d'expérience qui n'ont pas l'air finalement très bloquants. Donc ça montre que du coup la réforme était prête en fait dans sa mise en œuvre. Est-ce que vous-même d'ailleurs vous avez engagé votre procédure de classement puisque vous êtes tous les deux hôteliers ou est-ce que ça arrivera ultérieurement? Qu'en est-il? Elle a été renouvelée l'année dernière, donc... Donc vous gagnez 4 ans de plus, Voilà, c'est ça? mais bon, après, sur les critères de durabilité, ça ne va pas me poser de problème. Mais j'ai commencé à un petit peu tout lire pour voir, mais la formation du personnel, de toute façon, nous est faite pour l'écolabel, donc là, on la fera faire par un tiers, comme ça sera clair. Très bien. Et vous, Laurent Duc? 2023, moi. 2023. Ça approche à grands pas. Ouais, Oui. c'est une formalité, hein. Parce qu'il ne faut pas se poser la question une fois tous les 5 ans. Il faut se la poser tout Vous le la temps. posez en permanence. C'était d'ailleurs C'est bien l'objectif du classement. C'est bien ce qu'on veut montrer avec ce... Tout le monde nous appelle en disant « Ah ben alors, il faut que je change tout. » Alors, ils n'ont déjà rien compris, hein, donc on est obligé de réexpliquer, d'être pédagogue. Non, tu n'es pas obligé de passer au 1er avril au nouveau classement. Mais quand tu renouvelleras ton classement, mais prépare-toi. Et alors, c'est quoi la suite après cette réforme du On va classement? voir ce qui passe, c'est ce que les gens réclament. Quelle Et sera puis, la prochaine échéance? on verra, peut-être que dans 5 ans, la planète sera exsangue, on va se chauffer la bougie. On parle d'un classement européen, les clientèles voyagent beaucoup, elles se comparent les unes les autres, les destinations se comparent les unes les autres. Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, compte tenu des évolutions, même que la France soit à l'avant-garde, puisque le gouvernement a lui-même promu cette nouvelle réforme comme étant un modèle à suivre. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt, finalement, à européaniser le classement? Alors, moi, je m'occupe de l'Europe à l'UMI, donc j'ai un petit avis, même un grand avis là-dessus. Donnez-le. Non. Non, Non. ce n'est pas l'occasion. Bah, écoutez, s'ils veulent, c'est nous qui sommes à l'origine du classement, s'ils veulent rejoindre la famille qui est le classement de l'hébergement touristique, je suis d'accord. Si c'est simplement sectoriel pour classer les hôtels qui font un entre-soi et qui ne prennent pas les auberges, qui ne prennent pas les machins, qui ne prennent pas les trucs, c'est le cas de la Suisse, qui ne prennent que les hôtels, pas les auberges, c'est le cas de l'Allemagne, qui ne prennent pas, enfin, au bout d'un moment, ça devient terrible. Chaque canton en Autriche est différent, donc je pense qu'il devrait y avoir des bases sur le classement qui répondent, mais une chambre de 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés avec 25 mètres carrés de terrasse à Séville, ça doit bien valoir une chambre de 35 mètres carrés à Oslo quand même. Oui. Mais il faut qu'elle fasse 35 mètres carrés pour être 5 étoiles. Donc vous comprenez que... alors j'ai dit des trucs terribles que je ne vais pas dire, hein, mais nous, on n'a pas détruit la France, et malheureusement, et heureusement, notre patrimoine historique, il est encore là. Et qu'on ne peut pas pousser les murs des immeubles parisiens, ou alors au détriment d'un prix qui va devenir exponentiel, parce que plus vous utilisez de surface, le prix du mètre carré étant hors de prix à Paris, plus ça coûtera cher. Donc vous prenez une ville comme Berlin, il y avait un énorme no man's land quand c'est devenu capitale. Aujourd'hui, les hôtels 5 étoiles sont à 100 € l'été. Et donc, formidable, parce qu'ils en ont tellement construit, il y en a tellement, et puis ils ont tellement de surface, alors ils peuvent dire, bah oui, la chambre, il faut qu'elle fasse 45 mètres carrés, c'est minimum en 5 étoiles. Après, c'est vrai qu'à l'heure de l'internationalisation des flux... Quelqu'un qui gagne à peu près correctement sa vie à Paris a un appartement de 45 mètres carrés. Tellement c'est cher. Donc voilà, c'est juste pour mettre en comparaison, ce classement européen, je pense qu'il doit être dans les valeurs, c'est-à-dire les principes, etc. Mais aller négocier, si on met un tube de dentifrice rose ou bleu, et avec tous les pays européens, on n'arrive déjà pas à s'entendre.
Il faut qu'il soit révisé régulièrement. Il faut qu'il y ait des critères de développement durable. Tous ces éléments-là doivent être une base. Et je pense qu'il devrait y avoir une forme de certification européenne et que l'Europe devrait lancer autour des pays certainement des critères socles et répondre à cette certification en titre du classement. Mais tous être gérés par le même système. Ça n'aurait pas de sens à l'heure de la décentralisation, à l'heure de la voilà, mais je pense que l'idée au départ est allemande, puisque c'est le système qui existe actuellement a été lancé en Allemagne, il s'appelle HSU, parce qu'ils n'avaient rien. Et c'était tellement fiers d'eux, du coup, ils ont voulu le vendre à tout le monde. HSU, dont je crois ni la France, ni l'Espagne, ni l'Italie, les trois destinations comme par hasard, touristiques tous les grands majeures pays touristiques qui reçoivent les gens n'ont pas rejoint HSU. Pourquoi ? Dit la Grèce. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce sont des cris. Nous, on a un habitat touristique, on est des destinations touristiques. Et donc, c'est sûr que à Francfort, tous les hôtels ont été créés depuis 1945. Donc, vous avez de la place. Alors, je ne dis pas que l'hébergement, c'est super, c'est très bien l'hébergement. L'hébergement est de grande qualité en Allemagne. Mais voilà, ça ne correspond pas à notre offre. En revanche, comme vous le disiez, ça peut prendre la forme de principe directeur, d'orientation fondamentale, qui regrouperait et réunirait tout le monde. Et je me battrais pour ça. Et à charge pour les États membres de mettre en œuvre leurs propres dispositifs en fonction des spécificités locales. Donc on ne sera jamais d'accord. Vous prenez les États qui viennent de rentrer qui viennent de sortir du socialisme pur et dur, les pays baltes. Il y avait 2 hôtels dans la capitale. On en a fait des tonnes. Donc ils sont d'accord, les critères. Allez-y, on peut y aller. Et c'est 3 voies. Donc ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que malheureusement, dans ce genre de choses, il faut décider souvent à l'unanimité. Donc on n'aura pas de classement européen, de classement hôtelier, parce que c'est pas un pays où il y a autant d'habitants que dans ma propre ville et 4 fois moins d'hôtels, qui va me dire comment je dois faire, moi, à Lyon, à Marseille, à Ajaccio, aux Antilles. Rappelez-vous qu'on a des hôtels aux Antilles. Dans les dom-toms, on a des hôtels et on met plus de moquette dans ces hôtels-là parce que ça sent vite le pourri. Et on accepte que ce soit du carrelage. C'était un des problèmes au départ, rappelez-vous. Comment on fait pour faire un 5 étoiles avec de la moquette aux Antilles ? On ne le fait pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Ludovic Poyot et Laurent Duc pour cette participation à cette table ronde riche, qui, je crois, nous a permis de mieux comprendre les enjeux de ce nouveau classement, ce à quoi doivent se préparer également les hôteliers dans les 2-3 années à venir, ce qui semble a priori tout à fait accessible. À très bientôt pour une nouvelle séquence e-Talks dans le cadre de la plateforme e-Online.